Bonjour tout le monde, bienvenue à la chronique du Paperman. Comme d'habitude, j'ai pris l'habitude à tous les vendredis de vous parler de BD, majoritairement du franco-belge. Je l'ai déjà expliqué sur différents statuts Facebook que c'est ma spécialité du franco-belge, mais c'est parce qu'également il y a beaucoup de personnes qui parlent de comics américains. Il y a peu de personnes au Québec qui parlent de franco-belge. Alors moi, j'ai décidé de vous parler de ma passion qui est le franco-belge. Alors moi, c'est Marc Gagnon de Paperman. Je travaille comme technicien d'augmentation au Cégep de la Pocatière à la bibliothèque François Hertel et j'ai une passion qui est la BD. Alors j'ai décidé de vous en parler. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez chaud, je vous dirais. On le sait qu'aujourd'hui sort l'adaptation de Ghost in the Shell au cinéma, adaptation avec Scarlett Johansson qui a fait couler beaucoup d'encre. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un peu ce qu'est l'œuvre de Ghost in the Shell, qui est une œuvre de Masamune Shirow. Alors c'est une œuvre qui est quand même assez grosse. Il y a beaucoup de stock dans l'œuvre de Ghost in the Shell. Bien entendu, il y a des mangas, mais il y a également des dessins animés, des séries télé, et présentement, on a eu l'adaptation live au niveau du cinéma. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais je vais tenter de vous parler de Ghost in the Shell. Je vais également répondre à vos questions et à vos salutations en direct. Comme je le fais, je le répète, moi je suis en direct. Je ne suis pas en différé, je n'ai pas de montage, donc il n'y aura pas d'apparition de petits dessins en haut à droite qui va popper. Je suis en direct, alors je le fais live, alors sans filet. Alors Ghost in the Shell, je vais aller voir le film ce soir au cinéma Princesse à Rivière-du-Loup. J'ai lu quelques critiques, j'ai essayé de ne pas en lire trop pour essayer de me faire une propre tête, mais les premières critiques que j'ai lues reflètent un peu mes craintes que j'avais, comme de quoi on allait en faire un film d'action, mais qu'on allait un petit peu laisser de côté toute la philosophie de l'œuvre de Shirow. Parce qu'il faut savoir que oui, l'œuvre de Ghost in the Shell de Shirow, c'est un manga d'action. À la base, c'est un manga où on parle d'une section antiterroriste qui va combattre les terroristes de façon assez violente dans certains cas. Alors oui, c'est un manga d'action, mais il y a un message fort en arrière de ce manga-là, qui est un message au niveau de l'humain. Hein? Quelle est la place de l'humain? Qu'est-ce qui va nous définir en tant qu'humain par rapport à une machine? Alors, c'est assez complexe. Je vous dirais que je vais essayer d'en parler avec mes connaissances. Peut-être que je ne serai pas capable d'en parler parce que c'est une œuvre qui est très profonde. Alors, je vais faire mon possible. Alors, moi, j'ai toujours dit que je faisais mon possible. Alors, je vais essayer d'être le plus concret possible dans mon explication de ce qu'est Shirow. Alors, à la base, Ghost in the Shell, c'est un manga qui est paru dans les années 90 dans un petit fascicule qui s'appelait le Young Magazine. Dans le fond, ils appellent ça des pré-publications. Ce que Spirou fait pour le franco-belge, exemple, alors on va pré-publier des histoires dans des recueils. Et puis, à partir de là, on va les reprendre et en faire des mangas. Alors, le manga est apparu en France, ce que j'ai ici, là, le premier manga, en volume 1 et volume 2. On peut les voir tous les deux. Là. Alors, aux éditions Glénat en français. Alors, ça, c'est les deux œuvres de base de Ghost in the Shell de Shirow. Alors, ça, c'est vraiment les mangas de base. Et on sait que ces mangas-là ont été repris en 95 pour faire le premier film d'animation, parce qu'il y en a eu 3, de Oshii, de Mamoru Oshii, en 95, qui est juste ici, qui est considéré encore aujourd'hui comme un petit chef-d'œuvre d'animation, qui est vraiment très... À la première vue, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est très différent du manga, c'est pas du tout pareil, Oshii est allé chercher beaucoup plus loin. » Oui et non. C'est vrai que c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus sérieux que le manga, parce que le manga, c'est vrai que les personnages, des fois, ne prennent on dirait qu'ils sont pas sérieux, tu sais. Il y a beaucoup plus d'humour dans le manga qu'il y en a dans le film de Oshii. Et c'est normal, c'est deux générations qui sont rentrées un peu en clash.
Shiro étant plus jeune, étant aussi du renouveau du manga à l'époque, quand il a construit Ghost in the Shell, et Appleseed aussi, et Orion. Il en a fait beaucoup, là, Monsieur Shiro. Mais quand il a fait Ghost in the Shell, c'était vraiment comme un renouveau du manga. Alors, ça a été le renouveau avec Otomo, entre autres avec Akira. Alors, c'est sûr que entre Shi et Shiro, il y avait comme deux façons différentes de voir la chose, mais il faut savoir que la base de la philosophie de Shiro est repris dans le film et est très très bien repris dans le film parce qu'il a vraiment mis l'action sur les questionnements du Major par rapport à son humanité. Et ça, c'était très important. Ce qu'on avait dans le manga, mais qui est beaucoup plus présent dans le film. Comment je peux vous parler de Ghost in the Shell sans vous parler un peu de la prémonition de Shiro? Écoutez, on parle d'un roman qui a été écrit, un manga qui a été écrit dans les années 90 et qui représente très bien tout ce qu'on a présentement. Hein. Le net. Ah, c'est Sébastien qui vient d'arriver, qui me dit salut Sébastien. Alors c'est ça, Shiro nous parle vraiment d'un réseau connexe qui sont interreliés ensemble. Alors on a vraiment une vision de l'Internet là, et très très précurseur parce qu'à l'époque, ça commençait tout le réseau tout le réseautage, tout le web et tout ça. Alors Shiro a vraiment créé un monde hyper technologique où tous les gens sont branchés. Et bien entendu, qui est très cybernétique. Alors, on a un mélange de cyberpunk à l'intérieur de ça, parce que les personnages principaux sont pour la plupart des personnages qui ont été augmentés cybernétiquement. Alors, le personnage du Major, par exemple, est un être complètement cybernétique. Et la seule chose qui lui reste d'humain, c'est son cerveau avec sa colonne vertébrale qui est insérée dans son corps cybernétique. Alors, Batu, le deuxième personnage principal de la série, est également pratiquement au complet cybernétique, à part son cerveau. Et il y a d'autres personnages qui le sont moins, qui vont toujours avoir ce qu'on appelle un cerveau boosté. Alors, un cerveau boosté dans Ghost in the Shell, c'est un cerveau qui est capable de se connecter au réseau pour avoir accès à l'immensité du réseau et discuter avec les gens sans moyen de communication direct et physique. Sébastien qui me dit avant qu'Internet soit connu du grand public, effectivement, la manga a été écrit avant que l'Internet ait été connu du grand public. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Shiro est vraiment considéré comme un précurseur au niveau de la science-fiction. La science-fiction, comme l'intelligence artificielle, existait déjà. Là, je veux dire, c'est pas nouveau. Là, on a seulement qu'à penser qu'à Asimov et tout ça. Mais Shiro a vraiment réussi à prendre ce qui existait déjà, puis rajouter vraiment rajouter sur la pile toutes ses idées. Et ça, il l'a fait de façon magistrale. Il l'a fait de façon qu'il a développé vraiment un monde où un monde qui n'existait pas dans le fond. On l'a connu après un peu, surtout avec les œuvres de Cyberpunk, au niveau jeu de rôle également. Et puis ce monde-là de hyper-connectivité, de hyper-technologie, je veux dire, c'est vraiment Shiro qui a été un précurseur par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça se reflète énormément dans le film d'animation. Et j'imagine que ça va se refléter dans le live, en tout cas dans la bande-annonce qu'on a vue. On a vu très clairement que tout le visuel qui était assez fidèle à l'œuvre de Shiro, je parle du visuel, toutes les interconnexions, les ordinateurs, les connecteurs en arrière du crâne et tout ça, c'est vraiment très, très, très représentatif de ce que Shiro a fait. Shiro également, il a travaillé beaucoup sur la technique du design. Il a fait beaucoup évoluer la science-fiction par rapport aux armes, aux véhicules, aux tanks et tout ça. Tu sais, c'est monsieur, je vais quand même le citer parce que c'est important. C'est monsieur Jean-David Morvan, monsieur Morvan, qui est lui-même un auteur de BD, qui, entre autres, fait le merveilleux Silage. Alors, si les gens veulent lire une très bonne BD franco-belge de science-fiction. Et il avait travaillé à l'époque dans une petite BD qui s'appelle Nomade, qui parlait également d'un personnage qui se connectait à l'intérieur de ça, qui était publié d'ailleurs dans les mêmes publications
que Ghost in the Shell et Akira en Europe. Alors on peut considérer on peut le considérer comme un genre de manga français nomade. Alors si vous avez la chance de trouver là-dessus. Et il a dit, M. Morvan, et je trouve ça très intéressant, la qualité du design, notamment des armes et des vaisseaux ovoïdes en rupture avec le style militaire plus carré d'avant et des scènes d'action décroyables, Shiro faisait rentrer des décors immenses avec un bordel, des câbles partout dans toute petite case qui était au final bien construite. Alors c'est vrai quand on lit du Shiro, premièrement, c'est énormément chargé. On va vraiment avoir un manga qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de stock dans les cases, énormément de notes en bas de page parce que Shiro invente beaucoup de technologie et il adore vous l'expliquer en notes en bas de page. Alors des fois, on va avoir une page qui va être aux trois quarts remplie de notes en bas de page. Je vais essayer d'en trouver un exemple. C'est vraiment impressionnant, là, quelquefois. Là. Je te donne un exemple ici. Là. On a une planche, puis on a vraiment au niveau des notes en bas de page, que vous pouvez voir, là, écrit énormément, ce qui va vraiment expliquer tout le concept de sa science et de sa technologie. Et ça, il le fait dans tous ses œuvres. Il le fait dans Ghost in the Shell, il le fait dans également Appleseed, qui a été écrit avant Ghost in the Shell. Alors, il va vraiment expliquer énormément son monde, mais ces personnages sont un peu indifférents par rapport à tout ce qui se passe. Ils sont plus humoristiques, plus basés sur l'action. Alors, tout le côté là, des mecs à l'intérieur de Ghost in the Shell, on le voit pas dans le film. Les fameux... on va le voir dans les séries animées avec les Toshikoma, mais ce côté-là d'armure où ce que les gens vont pouvoir rentrer à l'intérieur, qu'on appelle des mechas, on ne le voit pas du tout dans Ghost in the Shell. Dans le film de Oshii, on va vraiment voir seulement le tank à la fin qui est vraiment représentatif de ce que Shiro dessinait dans Ghost in the Shell, mais on a tout skippé cette partie-là. Le petit côté opérationnel de la section 9, là, de l'entraînement opérationnel de la section 9, où ils vont vraiment se réunir ensemble, les tactiques de combat, ça va avoir été un peu laissé de côté par Oshii pour vraiment se concentrer sur les fameuses questions existentielles de Shiro. Qu'est-ce qui distingue l'être humain d'un robot? Qu'est-ce qui va distinguer? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait de nous qu'on est plus humain qu'une machine qui est consciente de son existence? Je veux dire, tout le côté Puppet Master à l'intérieur de tout ça, c'est ça, parce que le Puppet Master, probablement le Puppet Master, c'est le principal antagoniste de Ghost in the Shell, le manga, et c'est également le principal antagoniste de la série du film animé Ghost in the Shell. Et il va se retrouver également dans Standalone Complex, surtout dans Solid Snake Society. Je crois, il faut vraiment que je revienne avec ça parce qu'il y a eu énormément de stock, comme je vous le disais. Là. Je vais vous prendre le temps de bien regarder. Standalone Complex, Arise, mais il y a vraiment une série de Ghost in the Shell qui a suivi Standalone Complex, qui était, c'est ça, Solid State Society. Alors, à l'intérieur de Solid State Society, il va vraiment avoir le fameux Puppet Master qui va revenir hanter la section 9. C'est pas toujours... La chronologie de Ghost in the Shell, c'est pas toujours cohérent. Il y a des trucs qui se passent à l'intérieur des séries animées qu'on peut pas vraiment placer dans le temps par rapport à ce qu'on a lu ou ce qu'on a vu. Alors, c'est pas grave. C'est des petits détails qui, selon moi, mais sont quand même assez mineurs. Comme le Puppet Master, dans le fond, c'est un projet gouvernemental qui a été créé pour pouvoir pénétrer à l'intérieur des systèmes informatiques par lui seul, sauf qu'il va clairement, à un moment donné, se rendre compte de sa conscience. Alors, et là, je vais le citer, il va dire « Je suis une forme de vie spontanée issue d'une mer d'informations. J'ai sillonné tous les réseaux et j'ai pris conscience de ma propre existence. » Alors, si c'est une intelligence artificielle qui a une propre conscience de son existence, il est capable de disparaître, il est conscient de sa vie, de sa mort, il est conscient de sa sensibilité. Alors, est-ce que ça en fait un être plus humain que moi ou que vous? Alors, la grande question de Shiro, c'est ça, dans le fond. C'est de définir qu'est-ce qui est la vie et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Hein? C'est vraiment assez complexe au niveau de l'œuvre. Je vous dirais aussi que je veux reprendre un truc qui est très important, c'est que ça va parler également de l'humanité dans la grande question de savoir qu'est-ce qui est humain, mais comment on peut, nous, en tant qu'humains, garder notre humanité dans ce monde qui est hyper technologique. C'est-à-dire on va arriver un jour ou l'autre dans un monde où on va être hyper connecté, ça commence déjà. Dans l'œuvre de Shiro, c'est déjà là. Comment nous, on est capable, avec toute cette possibilité de connexion-là, dans le fond, d'être connecté avec tout le monde, avec le réseau, comment on est capable de garder notre humanité à l'intérieur de ça? Alors, c'est vraiment aussi un grand questionnement de Shiro par rapport à tout ce qui va être technologique. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu de façon pessimiste, qui ont vu comme un genre d'avertissement, qui nous ont dit « Oh mon Dieu, la nouvelle technologie va nous tuer, va nous détruire. » Il va y avoir le syndrome de Skynet, de l'intelligence artificielle méchante. J'en ai déjà parlé dans un de mes épisodes de podcast où que les Japonais et les Américains ont deux approches complètement différentes par rapport à la technologie. Les Américains vont avoir tendance, quand je parle d'Américain, je parle de la culture américaine, vont avoir tendance à avoir peur de la nouvelle technologie, comme de quoi la nouvelle technologie va créer des robots, ces robots-là vont prendre notre place, et ainsi de suite, et on va disparaître. Alors on le voit dans la culture américaine, dans la littérature américaine, dans les films américains, où ce que la méchante intelligence artificielle veut nous détruire. Tandis que dans les œuvres japonaises, pour la plupart, c'est le contraire. La technologie est souvent là pour aider la société, aider les gens. Et nous, on va l'utiliser vraiment pour se former un réseau. Et les robots dans la culture japonaise, ou les intelligences artificielles dans la culture japonaise, majoritairement, ne sont pas sanguinaires comme Skynet et ne veulent pas notre destruction. Ils sont conscients de leur propre conscience et ils veulent seulement vivre à l'intérieur de notre société. Alors, c'est ça Ghost in the Shell en gros, parce que c'est vraiment en gros, là, parce que c'est vraiment très, très difficile à expliquer. Et je ne crois pas que que je sois assez bon en communication et que j'aie la verve assez développée pour vraiment bien l'expliquer. Je suis quand même limité, je connais mes limites, alors je vais faire mon possible. Alors, bien entendu, il y a eu d'autres choses de Ghost in the Shell, on le sait. Je vous ai parlé du manga. Sachez qu'il y a également deux autres mangas qui ont sorti. Que le manga qui appelle le Ghost in the Shell 2, qui est Man Machine Interface, en 2 volumes chez Glénat. Et il y a eu également le Ghost in the Shell 1.5, qui est le Human Error Processor. Nous, à la bibliothèque, ici, on ne les a pas, ces mangas-là. On a seulement les 2 mangas de Ghost in the Shell et le film. Parce que le film, qui a été fait en 1995, a été réédité en 2008 pour une nouvelle version qui s'appelle le Ghost in the Shell 2.0. Bref, c'est quoi le Ghost in the Shell sur le 2.0? C'est que Oshii a repris son film de base, mais il l'aura un peu revapé avec les technologies de l'époque, de 2008. Alors, on va avoir des scènes qui vont être refaites, qui vont être au niveau de technologie supérieure, mais personnellement, je trouve que la version originale est beaucoup mieux. Et il va y avoir également Ghost in the Shell Innocence, qui est le Ghost in the Shell 2, qui va avoir lieu en 2008. Alors, pas en 2008, excusez-moi, là je me trompe. Ghost in the Shell Innocence, c'est en 2004, qui est la suite de Ghost in the Shell. On ne l'a pas ici à la bibliothèque. Honnêtement, moi personnellement, je l'ai vu. Je l'ai vu en DVD, mais je suis pas capable de le trouver pour l'instant, mais j'aimerais bien ça l'avoir. Je sais qu'il existe des versions en ligne, où ce qu'on peut le télécharger ou le commander. Mais en DVD, il faudrait que je fasse des recherches pour essayer de le trouver. Et il y a eu également des animations de Ghost in the Shell. Alors ça, des animations, il y en a eu quand même beaucoup. Je vais vous les nommer parce que c'est important, parce que Ghost in the Shell, ça s'est développé énormément aussi. Il y a eu, bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fameuse série Standalone Complex. Standalone Complex, voir Netflix pour Ghost in the Shell. Oui, ben dans Netflix, je vais en revenir, Stéphane, mais salut Steph. Ghost in the Shell. Standalone Complex, c'est 2 séries qui sont parallèles, 1 et 2, dans 2 saisons, qui vont 2 séries quand même de 26 épisodes. Alors, c'est quand même des grosses séries.
Et là, on va vraiment suivre deux histoires parallèles. Dans la saison 1, on va vraiment avoir le complexe du Riard. Le Riard, c'est un autre pirate informatique. Et dans la deuxième série, ça va vraiment être la fameuse Eleven, la société Eleven, qui va être mis dans... pour les gens qui n'ont peut-être pas la possibilité d'écouter Ghost in the Shell Standalone Complex au complet, ils ont fait ce qu'ils appellent des OAV. Alors, les OAV, pour nous, c'est comme des Direct to TV. Au Japon, je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être que Sébastien pourrait nous le dire. Pourrait nous le dire. Mon cher Sébastien, je ne sais pas OAV en français. Original Video Animations. Fait que dans le fond, c'est le Standalone Complex. Les deux saisons ont comme été un peu... merci, gars, il me l'a dit là. Les deux saisons ont vraiment été comme condensées pour faire deux films d'animation qui ont sorti directement en DVD et en vidéocassette à l'époque. Et ces deux DVD-là vont vraiment nous parler des deux saisons de Standalone Complex, parce que c'est quand même deux saisons de 26 épisodes. Alors c'est pas évident. Là. Je veux dire, c'est quand même c'est pas facile à trouver, mais c'est pas facile non plus à se taper. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter les deux OAV de Ghost in the Shell, et vous allez vraiment avoir tout l'univers de Ghost in the Shell. Faut pas oublier aussi la série Arise, qui, elle, Stéphane, a été publiée sur Netflix. Je crois qu'elle est encore disponible sur Netflix. Je sais qu'il y a l'épisode 1 ou 2 ou 3, mais Arise se passe avant la section 9. Alors là, on retourne vraiment dans le passé, où ce que le Major n'est pas encore dans la section 9. Alors on va vraiment avoir son intégration dans la section 9, et on va vraiment comprendre et avoir un petit peu de l'histoire autour des personnages de la section 9. Alors, on va en apprendre un peu plus sur le Major, on va en apprendre un peu plus sur Batuu, on va en apprendre un peu plus également sur les autres personnages, parce qu'il y a plusieurs autres personnages qui sont intéressants, entre autres Arakami, qui est le président qui est le genre de chef de la section 9, et de Tokusa, qui est l'humain, l'humain qui a même un cerveau boosté, mais qui est vraiment un partenaire de Batuu et du Major dans le film, et qui va arriver dans la Standalone Complex, qui va prendre vraiment la place de Arakami comme étant chef de la section 9. Alors Tokusa va vraiment avoir une importance très très développée au niveau du film qui s'appelle Solid State Society, qui est le dernier film de Ghost in the Shell qui est sorti, qui lui fait suite un peu aux deux OAV de Standalone Complex, qui va vraiment suivre encore une fois les péripéties de la section 9. Il faut savoir que dans Solid State Society, Tokusa est bien entendu chef de la section 9. On a Batuu qui est encore là, mais le Major n'est pas là. Le Major est parti de la section 9. Et puis, il va revenir à la fin du film pour faire une présence, mais on la voit pratiquement pas. On sent sa présence, parce qu'à un moment donné, Batuu pense même que le fameux Puppet Master, c'est le Major, mais pour se rendre compte qu'effectivement, c'est pas réellement la Major. Comme je vous l'ai dit, la trame, c'est vraiment... Non, je m'excuse, il dit Sébastien, mon enthousiasme pour GTS a diminué de 50% comme Rotten Tomato. Hey, Rotten Tomato, là, honnête, là, c'est vraiment comme un genre ils prennent toutes les critiques, puis ils les mettent tout ensemble. Fiez-vous pas à ça. Là. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Là. Je veux dire, on va prendre les notes de tout le monde, on va faire une moyenne, puis on va mettre ça là-dessus. Je dis, regarde, moi je l'ai dit souvent, le meilleur critique, c'est vous. Alors, si vous allez voir le film GTS et que vous avez aimé ça, sans capoter, si vous sortez et vous dites « Hey, j'ai passé un bon moment puis j'ai vraiment eu un bon divertissement », ben, je pense que ça a fonctionné. C'est sûr que moi, je m'attends à être déçu parce que je sais que tout le côté philosophique va avoir été skippé ou majoritairement skippé. On va avoir un bon film d'action, mais si je me fie au visuel, ben, je pense qu'on va avoir un bon film d'action visuellement quand même assez fidèle à l'œuvre de Shiro et à l'œuvre de Shi. Alors, j'aime pas dire l'œuvre de Shi, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que
le film de Ghost in the Shell de Hoshi a laissé une plus grosse trace dans la culture populaire puis que du manga de Ghost in the Shell. Ça, je suis conscient de ça. Quand on pense à Ghost in the Shell, majoritairement, les gens vont penser tout de suite au film d'animation, qui est un petit chef-d'œuvre, avec Akira, qui est considéré comme les deux plus grands films d'animation de tous les temps par certaines personnes, dont moi. Alors, c'est vrai que ça a laissé vraiment, vraiment une trace énorme. Mais Hoshi n'a pas inventé Ghost in the Shell. Hoshi a fait son film, mais c'est Shiro qui a inventé Ghost in the Shell. Hein? Je veux dire, il faut toujours reconnaître à l'artiste son droit absolu. Alors pour moi, Ghost in the Shell, à la base, c'est Shiro. Alors j'ai plein de messages, alors je vais commencer à les lire un peu. Ben, je vous l'ai dit, moi je les lis en ligne. Il ne faut pas oublier qu'un film est d'abord fait pour la personne qui ne connaît pas le sujet. Vrai. Sinon, c'est du fan-service. Pas moi pas sur le fan-service Sylvain Bureau aujourd'hui. Merci. Mais c'est vrai que majoritairement, le film, quand ils ont acheté les droits d'adaptation de Ghost in the Shell, ils ne l'ont pas fait dans une optique de faire du copier-coller. Ils l'ont fait dans une optique de faire connaître Ghost in the Shell à la société américaine qui peut-être ne la connaît pas. Alors ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, mon cher Sylvain, qui est possiblement que majoritairement les gens qui vont aller voir Ghost in the Shell, c'est des personnes qui n'auront pas toute l'expérience du manga et de l'animé. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Stéphane qui me dit, moi, je m'attends à passer un bon moment. Et voilà, je serai diverti. Et c'est ce que je m'attends quand je paye pour aller au cinéma. Effectivement, c'est le base du cinéma, c'est de nous divertir. Moi, je pense que je vais quand même passer un bon moment, parce que je vais être diverti visuellement. Mais je vais pour le moment être plus critique que la majorité des gens, parce que j'ai pratiquement tout vu de Ghost in the Shell. C'est sûr que dans le fond, je suis peut-être un vieux chialeux, là. Un schtroumpf chialeur, un schtroumpf grognon, comme Sylvain m'a déjà nommé pour pas c'est ça, c'est vrai. Je suis peut-être un schtroumpf grognon, dans le fond. Mais je m'assume. Je m'assume. J'ai la même crainte de Ghost in the Shell, le film, que pour Valérian. La même affaire. Même affaire. Je veux dire, quand je vois... Si le film peut intéresser des gens à voir l'œuvre originale, tant mieux. Et oui, c'est ça que j'avais comme discussion avec quelqu'un. Si quelqu'un sort du cinéma, il y a Franck qui nous écoute de la France. Salut Marc, salut Franck. Si quelqu'un sort du cinéma de Ghost in the Shell et il ne connaît pas ça du tout, il voit le film puis il se dit « Wow, c'est donc ben hot, ce film-là. Je veux en savoir plus. » Il google Ghost in the Shell, il trouve « Oh, ça vient d'un manga, ça vient d'un animé. » Paf, il s'en va dans sa bibliothèque, il emprunte le Ghost in the Shell, il emprunte le film animé, et voilà. Je veux dire, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Peut-être qu'il va seulement arrêter et se dire « Wow, c'est un super bon film, mais il ne veut pas en savoir trop, il ne veut pas en savoir plus sur la philosophie. » C'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est sûr qu'il faut avoir un réflexe d'en connaître davantage. Moi, j'ai ce réflexe-là, j'essaie de le développer chez les gens qui m'entourent, d'aller chercher toujours à connaître d'où le produit vient. Un Ghost in the Shell, ça ne vient pas de la tête d'un réalisateur américain, ça vient de la tête d'un dessinateur japonais qui avait un contexte précis quand il a écrit Ghost in the Shell, comme Otomo avait un contexte précis quand il a écrit Akira. Alors c'est important de bien connaître le contexte de cette écriture-là, pourquoi il a créé ça, qu'est-ce qu'il voulait nous dire en écrivant Ghost in the Shell. Il n'a pas fait ça sur le coin d'une table pour le fun, puis dire, bon, ça me tente de dessiner des petits bonhommes, puis ça me tente de dessiner des cyborgs, puis ça me tente de créer ça. Non, il y avait vraiment une idée en arrière de sa création. Et j'espère que le film de Ghost in the Shell va permettre à une majorité de gens à connaître Ghost in the Shell, puis paf, arriver là. Pour suivre ton idée de lire, il faudrait que le Cinéplex et Gouzeau aient des ententes avec des librairies. Celle-ci pourrait avoir un bout à la sortie et offrir quelques-uns des histoires reliées au film. Et ça serait tellement merveilleux, là, une genre de collaboration entre les différents acteurs culturels du Québec. Hein? Je veux dire, exemple, là, Ghost in the Shell, ça c'est un exemple parfait. Tu vas voir le film, tu sors là, il y a des gens à la sortie du film, avec les mangas, avec les animés, qui vous expliquent, vous voulez en savoir plus, venez me voir, on va vous en parler. Hey, regardez ça, ça vient de là, tac, 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 tac. Mais on n'a pas ça, on n'a pas ce réflexe-là de connaître. Là. Imaginez-vous comment on pourrait le faire avec tout ce qui sort.
Harry Potter, Star Wars, et j'en nomme énormément, il y en a. Imaginez-vous comment on pourrait tout développer ça, cette collaboration-là envers les acteurs culturels qu'on a. Ça serait sublime. C'est une super idée, ça, Stéphane. Ça ne marchera jamais, mais c'est une super idée. Le visuel et Scarlett Johansson vont avoir le dessus de l'histoire, selon moi. Ben, il ne faut pas oublier que Ghost in the Shell, c'est un blockbuster américain. Alors, il manque de vision des revendeurs de chez nous, des opportunités de faire de l'argent qui est perdu, effectivement. C'est un blockbuster américain. Alors, c'est un film américain qui a été adapté d'une BD japonaise. Alors, oui, bien entendu, on va mettre l'action sur le visuel. On va mettre l'action sur le côté vraiment film d'action pour vendre des billets et pour faire de l'argent. S'ils réussissent à ne pas dénaturer l'œuvre, je vais être bien heureux. Mais je ne crois pas que quand ils ont réalisé le film, ils se sont assis et ils se sont dit ça va être important de prendre l'animé de Shiro puis le manga puis de faire vraiment quelque chose qui va ressembler à ça. Je pense pas que ce soit le but recherché pour eux. Peut-être pour nous les fans, mais comme le dit si bien à Sylvain, dans ce cas-là, ça devient du fanservice et ça n'est pas le but, je crois, de réaliser ça. Mais en tout cas, je peux me tromper. Peut-être que je vais aller le voir ce soir et que je vais dire waouh, c'est vraiment super bien fait, puis la philosophie est là. Puis, mais déjà, la scène d'action au début, je veux dire, c'est pratiquement un copier-coller de la scène d'action du manga et de l'animé. Mais il y a des petites différences. On voit qu'il y a beaucoup plus de musique. On voit les thèmes. Tu sais, dans l'animé, c'est quand même assez lent. La scène de combat finale, je veux dire, avec l'araignée, le tank araignée, il n'y a pratiquement aucune musique. C'est vraiment une petite musique tranquille, c'est silencieux. On voit vraiment que c'est le combat entre le major et le tank. Il n'y a rien qui vient interférer à l'intérieur de ça. C'est intense. C'est vraiment, on entend les bruits des balles, on entend les bruits dans l'eau. Il n'y a rien qui vient enlever cette ambiance-là. J'ai l'impression que si on l'a dans le film, ben ça va être le contraire. J'ai l'impression qu'on va vraiment avoir une grosse scène d'action là, avec énormément de bruit, énormément de musique. Ça va vraiment être gros. On va perdre ce petit côté un peu intimiste du film pour en faire vraiment un truc plus blockbuster. Puis c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, c'est normal, mais moi je pense que c'est de mon devoir en tant que fan de BD de expliquer aux gens de où ça vient Ghost in the Shell. Alors moi j'ai pris ça sur mes épaules. Peut-être que je suis dans le champ, peut-être que je devrais pas le faire, peut-être que je me tire dans le pied, peut-être que ça intéresse personne. Mais bon, je veux dire, moi je le fais. Je veux dire, le Ghost, d'ailleurs, dans Ghost in the Shell, c'est quand même assez important, là, tout le concept du Ghost. Là. Le Ghost, dans le fond, on le voit un peu, on le voit quand même bien dans Oshi, mais on le voit beaucoup plus dans le manga. À un moment donné, dans une scène de manga, le Major va vraiment donner accès à sa mémoire, à toute son équipe, pour que sa mémoire puisse vraiment se connecter à elle pour aller chercher les informations de la mission. Et là, elle va leur expliquer, vous allez aller chercher les informations, mais ne vous approchez pas de mon Ghost. Et plus ils vont se rapprocher du Ghost du Major, plus ils vont sentir les émotions du Major. Vous êtes tendu, qu'est-ce qui arrive? Et on comprend que le Ghost, dans le fond, c'est vraiment l'âme. C'est l'âme dans la machine. Parce que le Major, c'est une machine. D'ailleurs, on ne sait pas réellement à quel point elle a des facultés humaines. Est-ce qu'elle peut se reproduire? Est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle peut faire l'amour? Est-ce qu'elle va aux toilettes? On ne sait rien de ça. On sait que c'est une machine qui est quand même conçue pour développer un intérêt érotique au niveau de la BD, parce qu'ils l'ont conçue quand même très bien foutue. Je veux dire, la Major, elle est très jolie dans le film, elle est très jolie dans la BD, et elle va être très jolie au cinéma. Mais on ne connaît rien de ce côté-là de Shiro. On ne le sait pas. Il y a des petites références des fois, mais on ne connaît pas le côté humain du corps. Et là, c'est là que toute la philosophie de Shiro rejoint celle de Descartes. Le fameux corps-esprit. Hein, le fameux corps qui est dans le fond, qui est une machine.
et puis cette machine-là est véhiculée par notre esprit, le ghost, dans le fond, le ghost du Major. Alors, mais le corps, dans le fond, c'est pour la Major, c'est comme c'est la machine. C'est vraiment ça qui va lui servir à altérer le monde dans lequel elle l'entoure. C'est vraiment cette machine-là qui va lui permettre d'avoir des interactions avec le monde. Mais dans le fond, son côté humain, c'est quoi au Major? C'est son ghost à l'intérieur. Alors, c'est vraiment très complexe. Je veux dire, c'est de la grosse philosophie. On pourra en parler pendant des mois, pendant des heures, autour d'une bière, dans un pub. On s'assit, puis on jase de grosse d'échelle. On peut en jaser jusqu'à demain matin. Et imaginez-vous maintenant avec Akira, on peut faire la même chose. Parce que c'est deux œuvres complètement différentes, mais c'est deux œuvres qui sont à la base profondément marquantes et profondément philosophiques qui vous poussent à vous poser des questions, à vraiment vous questionner sur qu'est-ce que la définition de la vie, qu'est-ce que la définition de l'humain, hein? Qu'est-ce qui me différencie moi d'un autre humain ou d'un être synthétique qui a pleinement conscience de sa vie. Moi, je ne le sais pas. Je veux dire, c'est vraiment très, très... c'est très, très complexe. Je vous l'ai dit, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour en parler. Je vais continuer, parce qu'il me reste encore quelques temps, quelques minutes. Il y a certaines citations à l'intérieur du... Au-delà de la personnalité humaine, le Ghost s'interroge aussi sur la question de l'existence de l'âme. Et oui, et de ce dont il pourrait s'agir. Effectivement, le Ghost... D'ailleurs, le personnage du Major à l'intérieur de la BD et de l'animé, et peut-être du film, à un moment donné, elle a une grosse période où elle se pose des questions, hein, pour la citer. Et si c'était possible, si un corps pouvait... elle se pose des questions à un moment donné où elle se dit, dans le fond, est-ce que je suis réellement encore humaine? Est-ce que je suis, dans le fond, on m'appelle moi, on m'appelle Major, mais c'est peut-être vraiment une personnalité artificielle. Je veux dire, c'est peut-être un super cerveau. Elle dit à Batou à un moment donné, nous, on est censé être des cyborgs avec un cerveau humain à l'intérieur, mais on ne l'a jamais vu, notre cerveau humain. Jamais personne ne nous l'a montré. Peut-être que dans le fond, on est complètement cybernétique, on est complètement artificiel, mais qu'on a développé un ghost, puis qu'on est un cerveau humain dans un corps cybernétique, mais qu'on a développé une conscience. Est-ce que ça en fait moins une humaine que moi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui définit... Qu'est-ce qui définit la vie? C'est quoi la définition de la vie? Hein? Le Puppet Master le dit dans le film, d'ailleurs, il dit « Pouvez-vous me fournir une preuve que vous existez? » Alors que ni la science, ni la philosophie n'ont pu définir la vie. Alors la grande question, c'est qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qui va définir cette vie-là? Alors on pose vraiment énormément de questions philosophiques à l'intérieur de ça. Et je le répète, le Puppet Master, pour citer, je le recite encore une fois, il faut se rappeler que lui, c'est vraiment une intelligence artificielle qui a été créée et qui est une forme de vie spontanée, issue d'une mer d'informations, qui a sillonné tous les réseaux et j'ai pris conscience de ma propre existence. Alors, en prenant conscience de sa propre existence, lui est persuadé qu'il est vivant. C'est un être qui est sensitif. Alors, pour lui, il n'y a aucune différence entre lui et un humain. Et peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Alors, je vous le laisse. Alors, ce qui bat tout pour reciter des scènes, parce que c'était important de citer les paroles de Shiro. C'est pas moi qui les ai dit, c'est vraiment Shiro qui les a écrits. Ce qui vous différencie de nous, vous les humains, c'est quand le doute vous prend, il ne vous lâche plus. Et il y a quelqu'un qui lui répond, et si c'était possible, si un corps pouvait engendrer sa propre identité, sa propre âme, à quoi qu'on servirait en tant qu'humain? Et ce questionnement-là, on le retrouve également, si vous vous souvenez, dans Tron, le deuxième film, Uprising, où ce que le personnage de Flint pénètre dans la matrice, dans la matrice, lui il appelle ça la grille, et du jour au lendemain, il y a une forme de vie
électronique qui apparaît sans être programmé. Alors lui, c'est un concepteur, c'est un programmeur, il est dans un monde numérique, et tout à coup, il y a une forme de vie numérique qui apparaît, mais qu'il n'y a jamais personne qui l'a programmé. Paf, ça apparaît, qui est là. Et sa conscience de son existence, sa conscience que ça peut vivre, sa conscience que ça peut disparaître, sa conscience, ça a conscience de sa vie, sa conscience de sa sensitivité. Alors, ça en fait-tu plus un humain que moi ou moins un humain que moi? Je ne sais pas. Alors, je vous pose la question. Alors, vous réfléchirez à ça en fin de semaine, mes chers amis. Et je vais terminer, si vous n'avez pas d'autres questions, parce que je peux encore répondre à vos questions. Il me reste encore quelques temps. Ça ne me gêne pas de continuer à répondre à vos questions. Je vais terminer sur une citation du Major dans le Stay Alone Complex, dans la fin de Stay Alone Complex. Je crois que c'est dans le premier... Non, c'est dans le Solid State Society qui dit « C'est incroyable à quel point le net est vaste et infini. La société de demain est encore invisible à nos yeux, mais pourtant elle est déjà en train de naître. » Je veux dire, voilà. Alors sur ce, messieurs, je vous dis bonne fin de semaine, bonne lecture, bonne BD. Et pour les gens qui vont aller voir le film, moi je vais le voir ce soir à 9h30 au Cinéma Princesse à Rivière-du-Loup, en français. Et puis je m'attends à avoir un bon divertissement. Je m'attends à avoir une coquille, mais sans âme, sans ghost, mais c'est pas grave. Alors je vais quand même aller le voir, je vais quand même avoir beaucoup de plaisir à aller le voir. Et puis je vous conseille de vous faire une propre idée vous-même, de ne pas vous fier aux critiques. Et puis, alors, bonne soirée, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Bye bye, bande de ghosts, comme dirait Franck Brisson. Bye bye, ma bande de ghosts.